Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international. En direct de Al24 News, nous parlerons aujourd'hui et nous revenons sur l'affaire des tensions ou de la tension entre Paris et Alger. Une relation donc en dents de scie depuis quelque temps qui connaît en ce moment son summum. Depuis l'arrestation abrupte du vice-consul de Créteil, s'en est suivi alors la décision des autorités algériennes d'expulser 12 agents diplomatiques français. Paris, bien sûr, répond et décide à son tour de l'expulsion de 12 agents diplomatiques algériens. Alger prend acte. Bien sûr, jamais les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie n'ont été aussi mauvaises depuis 62. Et le cheveu de Mouawiya est-il en train d'être rompu? D'autant plus que nous arrivons à un stade assez critique. Est-ce que nous sommes arrivés au point de non-retour? Quand je parle de nous, je parle des relations entre Alger et Paris. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous deux invités. Omar Benbarti, analyste et expert des questions internationales et politiques, qui est avec nous. Omar Benbarti, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Mais également avec nous Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche de Carabs, basé à Genève. Riyad Sidawi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors, on voit bien que les relations en dents de scie entre l'Algérie et la France connaissent un peu depuis 2 ou 3 jours leur summum, le paroxysme avec l'expulsion de part et d'autre de 12 agents diplomatiques, bien sûr, après l'arrestation de la France du vice-consul algérien à Créteil. Bien sûr, l'Algérie a riposté, bien sûr, en demandant à 2 agents diplomatiques français de quitter le territoire algérien. La réponse de Paris ne s'est pas fait attendre par le traitement équivalent avec l'expulsion aujourd'hui de 12 Algériens de France. Je veux dire, où en est la situation selon vous, Riyad Sidawi, pour commencer, et comment peut-on qualifier, comment sommes-nous arrivés à ce stade de tension? Le président Ahmed Tebboune l'a dit une fois dans un entretien, nous on ne va pas aller chez eux. Si eux veulent venir chez nous, qu'ils viennent. Alors, nous savons bien que la crise a atteint son apogée. Emmanuel Macron a profité de l'occasion de l'Aïd el-Fitr, puisque les musulmans, c'est une occasion, je pense, ces orientalistes islamologues l'ont bien expliqué, c'est une occasion de réconciliation. On accepte toujours de parler avec ceux qu'on n'a pas acceptés avant. Et la réconciliation s'est déclenchée, le processus de la réconciliation s'est déclenché. Oui. Le ministre de l'Intérieur vient d'arrêter d'une manière aussi policière, agressive et d'une violation totale des accords de Vienne, des accords consulaires de Vienne, le vice-consul algérien. Alors, le processus de la réconciliation, tout est tombé. Pourquoi? Parce que c'est une violation totale, c'est une insulte à l'égard de l'Algérie. L'Algérie qui, dans sa diplomatie étrangère, est fondée sur les valeurs de novembre 1954, les valeurs révolutionnaires, évidemment, n'a pas accepté, comme n'importe quel État souverain du monde, n'accepte pas que un diplomate, son vice-consul, soit arrêté d'une manière agressive qui ne respecte pas même le côté humain, et en plus la violation flagrante des accords de Vienne, parce qu'il y a des canaux diplomatiques qui peuvent résoudre certains cas. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on attend de l'Algérie? L'Algérie va riposter. Un député français de la France insoumise l'a bien expliqué. Il a dit, mais qu'est-ce que vous attendez de l'Algérie si vous violez le droit international? Évidemment, l'Algérie a répliqué tout de suite l'expulsion de 12 fonctionnaires, diplomates. Selon le quotidien français Le Figaro, ils sont des agents secrets
des agents de sécurité et des contre-espionnages et de la gendarmerie française. Donc, c'est l'agression, si vous voulez, vient de la France. Maintenant, est-ce qu'il y a une lutte de pouvoir au sein du gouvernement français? Ça veut dire, Retailleau, le ministre de l'Intérieur, n'a pas aimé cette tendance réconciliatrice d'Emmanuel Macron, donc il a voulu saboter ce processus, mais pourquoi pas, le résultat est là. Nous sommes dans le premier casier, ça veut dire la réconciliation n'est plus. Aujourd'hui, c'est une rupture claire, mais je répète et je souligne, et selon le droit international, c'est la France qui a violé les accords de Vienne. Très bien, Riyad Sidawi. Omar Ben Barti, alors, après l'appel téléphonique, bien sûr, entre Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune, on avait quand même cet espoir de réconciliation, entre guillemets, parce que je n'aime pas trop ce mot, mais disons de rapprochement, en tous les cas d'une esquisse de réconciliation. Aujourd'hui, on semble être très loin de cela, grâce, entre guillemets encore, et avec beaucoup de second degré, grâce bien sûr aux efforts du ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui a tout fait pour s'aborder une deuxième fois, pour ne pas dire une énième fois, tous les efforts de réconciliation. Que cherche finalement Retailleau? Écoutez, vous avez bien fait de dire que vous n'aimez pas le mot réconciliation, et je partage avec vous cette vision des choses. Il n'y a pas lieu de se réconcilier lorsque vous voyez qu'en face, le bateau est ivre, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pratiquement qui semble diriger la barque française. Il n'y a pas de capitaine. C'est un ministre de l'Intérieur qui dépasse totalement les bornes de ses compétences et qui développe des attitudes tout à fait néfastes pour le bien-être d'un pays comme la France, qui nous avait habitués à autre chose. Et puis vous avez face à cela un président de la République qui est amorphe, qui ne dit rien, et un ministre des Affaires étrangères qui ne fait que annoncer d'une manière bête et méchante les propos de son ministre de l'Intérieur, ce qui est tout à fait regrettable. Mais au-delà de cette situation conjoncturelle, lorsque on voit deux pays qui sont condamnés par ce que j'appelle la dictature de la géographie, c'est-à-dire deux pays qui sont séparés uniquement par un grand lac qui s'appelle la mer Méditerranée. Donc ces pays-là sont condamnés, malgré les vicissitudes de l'histoire, malgré la colonisation, malgré les guerres d'Algérie qui se sont poursuivies, ils sont condamnés à s'entendre, d'autant qu'il y a presque plus même de 5 millions d'Algériens ou de Français d'origine algérienne qui sévissent ou qui vivent en France. Donc à partir de ce moment-là, je pense que cette attitude presque infantile que l'on constate de la part de M. Retailleau, qui lui ne poursuit rien d'autre qu'une campagne électorale, on voit bien que le gars il est complètement dépassé, et les agissements qui sont les siens sont des agissements puérils, parce qu'on n'arrête pas comme ça délibérément un agent consulaire dans la rue pour une affaire abracadabrante d'une espèce de voyou qui s'appelle Amir Boukhors et qui devient un petit indicateur de la police française. On ne voit pas très bien de quelle manière des relations peuvent être affectées par les attitudes de ces petits délinquants hors de propos. L'Algérie, d'ailleurs, a bien fait de traiter dans son communiqué officiel au ministère des Affaires étrangères cet individu de voyou, parce que ce n'est rien d'autre que ça. À partir de ce moment-là, nous sommes en droit de nous interroger sur l'avenir des relations qui peuvent unir deux pays qui sont fortement liés l'un à l'autre pour des tas de raisons historiques, mais aussi, encore une fois, géographiques, économiques, culturelles, etc. Donc, l'attitude de la France, elle est incompréhensible dans l'état actuel des choses, d'autant que nous voyons que dans le monde, seul le rapport de force est devenu le langage que les gens comprennent. Et si la France ne veut pas comprendre, malgré la guerre d'Algérie, malgré ce qui s'est passé, malgré 60 ans d'indépendance, elle ne veut pas comprendre que l'Algérie, c'est un État souverain et qui n'est plus du tout dans la vassalité. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à espérer de la part de ces individus.
Très bien, Amal Benberti. Alors, je reviens vers vous, Riyad Sidawi, avec la même question, ou presque, parce que ce n'est pas tout à fait la même question. Au fait, que cherche, selon vous, Riyad Sidawi, le Premier ministre Retailleau? Pourquoi, surtout, le ministre de l'Intérieur, plutôt, cherche-t-il à s'aborder tout effort de réconciliation ou de rapprochement, ou même d'accalmie et d'apaisement? Selon vous, Parce que pourquoi cherche-t-il à faire ça? de droite, il est raciste, il est de l'extrême droite. Il y a des liens très forts, soit avec le Marx, soit avec l'entité sioniste. Soit avec l'entité sioniste. D'ailleurs, son discours est clair, hein, qui fait des louages à l'entité sioniste. Et l'Algérie, nous savons bien, c'est contre la normalisation avec l'entité sioniste, joue un grand rôle au sein du Conseil de sécurité. Donc, il veut rassembler l'extrême droite raciste pour se présenter aux élections présidentielles de 2027. Moi, je pose une question d'ordre stratégique. Et je reprends le titre de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, je dis de la démocratie en France. Nous savons bien que Emmanuel Macron a fait des élections législatives anticipées après la défaite de son parti au sein des élections européennes. Et nous savons bien que c'est le Front populaire, un front de gauche, qui a gagné ces élections, et notamment la France insoumise de M. Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Or, le résultat est quoi? La gauche gagne les élections législatives et la droite forme le gouvernement. Jamais vu dans l'histoire des démocraties. Deuxièmement, la France parle toujours de la liberté d'expression, ça je ne sais pas. Alors moi, je fréquente souvent Paris. Hein. Je vous parle de Genève, j'entre sur Internet, RT France, Sputnik, en arabe, en français, en anglais, tout est clair. Je peux aller sur tous ces sites. Dès que j'entre en France, tout est censuré. La censure d'Internet, la censure des dizaines et dizaines et dizaines de sites d'Internet en France. Nous savons bien comment la France a maté d'une manière sanglante, violente, les manifestations des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, la France parle de l'indépendance de la justice, des institutions et de la démocratie. Mais elle est où la démocratie si vous censurez vos propres journalistes? J'ai des amis dans une chaîne de télévision qui s'appelle à l'époque RT France, aujourd'hui RT en français. Leur siège, c'est à Paris, ils ont un grand siège. Plus que 200 journalistes français sont mis au chômage. Pourquoi? Parce que la police politique, et je souligne, oui, il y a une police politique qui travaille nuit et jour sur Internet, et TikTok, YouTube et les réseaux sociaux, etc., a décidé de fermer cette chaîne de télévision. Donc, la censure est là, et la démocratie aussi est là. La gauche gagne et la droite forme le gouvernement. La France est dans une crise d'ordre structurel, une crise économique. Nous savons bien que l'économie française est le 7e. Bientôt, 2030, elle sera le 10e. Ça veut dire qu'elle va être dépassée par des pays comme le Brésil ou l'Indonésie. Nous savons bien, d'ailleurs, même les officiers français, ils ont bien expliqué, la France, le produit intérieur brut de la France en 2023, c'était à peu près de 1800 milliards de dollars. Alors, ces dettes, c'est plus que 3300 milliards de dollars. La France même a reçu une carte rouge, un avertissement de l'Union européenne, parce que les dettes ne doivent pas dépasser le produit intérieur brut. Personnellement, je suis de la vieille école. Qu'est-ce que ça veut dire de la vieille école? J'analyse toutes les grandes crises politiques par le facteur économique. La France a essayé, et surtout l'oligarchie française, l'oligarchie financière, l'oligarchie industrielle, a envoyé Macron à Oran, en Algérie, afin d'avoir des contrats, a essayé de pénétrer, d'avoir le marché algérien. Or, nous savons bien que le premier partenaire économique de l'Algérie, c'est la Chine, et de loin par rapport à la France. Et l'armement de l'armée nationale populaire algérienne, c'est à peu près 80% qui vient de la Russie, le reste vient de la Chine. La France n'a pas réussi à vendre ni ses chars, ni ses rafales, ni rien du tout. Donc, quand Macron et l'oligarchie ont constaté qu'en fait, ils n'ont rien pris de ce qu'ils appellent, je m'excuse entre deux guillemets, le gâteau algérien, maintenant ils jouent la carte culturaliste.
la carte culturaliste, puis la carte des visas. Des visas, chaque fois c'est le discours des visas. D'ailleurs, je me rappelle bien quand les États-Unis d'Amérique ont humilié la France avec l'accord des sous-marins australiens, puisque la France a perdu 52 milliards de dollars. D'ailleurs, Macron lui-même l'a dit, nous ont poignardé dans le dos. Et on va réagir, on va répliquer. Très bien, oui, bon, très bien. Monsieur Riyad Sidawi. 2-3 jours plus tard, quelle est la réplique d'Emmanuel Macron? Il a dit, écoutez, on va baisser les visas pour les Marocains et les Algériens à 50% et pour les Tunisiens 30%. Tout à fait. C'est une façon de manipuler l'opinion publique française. Parfait. Je crois que vous avez été donc dans le détail. Omar Benberti, alors le ministre de l'Intérieur, plutôt Bruno Retailleau, devant ce chassé-croisé d'expulsion, on va le dire comme ça, est-ce que vous pensez que les relations entre les deux pays, l'Algérie et la France, est arrivée au point de non-retour, bien sûr, avec la contribution de Retailleau qui vient toujours balayer ce que son président fait? Non, je ne crois pas, parce que le point de non-retour, nous l'avons connu à partir de 1830, donc nous savons très bien à quoi nous en tenir. Il n'y a pas lieu de se poser de questions à ce niveau-là. Maintenant, il y a la nécessité pour des États d'entretenir des relations économiques, culturelles, scientifiques, commerciales, rurales, etc. Et donc là, ce que j'observe, c'est que en France, ce sont vraiment des enfantillages, des gamins qui se retrouvent quand vous voyez le ministre des Affaires étrangères qui est manipulé par un Bruno Retailleau qui est un idiot fini et qui dit des bêtises sur bêtises, et quand vous voyez que Emmanuel Macron lui-même, c'est quelqu'un de très, entre guillemets, suspect, on peut se poser des questions sur l'évolution que va connaître ce pays, qui est un grand pays. Il ne faut pas aussi enterrer comme ça un bon matin un pays qui fut un grand pays, la France, mais c'est un pays qui est dirigé par des malfrats qui ne savent plus très bien sur quel pied danser et qui ont perdu énormément de leurs intérêts et de leur suprématie en Afrique en particulier, puisqu'ils ne vivaient que sur le dos des ressources minières de ce continent. Donc à partir de ce moment-là, on peut se poser des questions, mais la véritable question, c'est celle qui consiste à se demander pourquoi il continue, malgré, je suppose qu'il y a des tas de gens, M. Sidawi tout à l'heure a cité des journalistes de Risham TV, mais il y a aussi des journalistes français qui sont en dehors des circuits mainstream et qui travaillent sur des chaînes privées et qui disent autre chose que ce que l'on entend habituellement sur les chaînes de télévision françaises classiques et qui nous fatiguent avec les rodomontades totalement éculées, totalement inappropriées de ces éditorialistes et de ces journalistes entre guillemets, bien entendu. Alors, il faut se poser la question de se dire pourquoi, malgré l'intelligentsia qui existe dans ce pays, parce qu'il y en a une, il faut pas se leurrer. Il y a des gens intelligents qui évoluent dans des cercles, mais qui n'ont pas le droit à la parole. Et la censure qu'évoquait notre ami Sidawi, elle existe, elle est réelle. En vérité, il n'y a pas pire démocratie, entre guillemets, que la démocratie française, qui est devenue une véritable dictature, puisque maintenant, il suffit que vous disiez quelque chose qui n'aille pas dans le sens d'Elisabeth Borne que vous montrez à la télé ou des membres de ce gouvernement fantoche auquel nous assistons, et vous êtes automatiquement viré, vous ne passez plus sur les médias mainstream. Heureusement qu'il existe les réseaux sociaux, et heureusement qu'il y a des relations internationales qui remettent en place. Vous voyez la situation de la France au niveau européen, elle est complètement catastrophique. Vous voyez sa situation par rapport au conflit qui se passe en Ukraine. On voit bien que le petit roitelet qui évolue à la tête de la France considère qu'il va pouvoir intervenir alors que c'est une affaire qui le dépasse totalement. Il ne pèse absolument rien dans l'échiquier des relations internationales et en particulier de celles qu'il peut avoir avec un pays qui s'appelle la Fédération de Russie. Donc, là, il y a vraiment des questions à se poser et je pense que l'Algérie agit de manière tout à fait responsable et elle est en train de remettre en place ces gens, mais ces gens-là, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Ces gens-là ne veulent rien entendre. Apparemment, il y a surtout une partie de la classe politique française, l'extrême droite, qui a pris le pouvoir, donc qui ne veut absolument rien entendre. Et lorsqu'il y a quand même qui veut prendre le pouvoir, parce que ça semble beaucoup plus être, ça s'apparente à une sorte de carte de campagne. L'Algérie est devenue une carte de campagne pour Rotaillot qui y aurait donc beaucoup d'ambition et qui nourrit beaucoup d'ambition pour les présidentielles. Riyad Sidawi, donc je vous demanderai d'être bref, comme ça on pourra un petit peu en profiter de vos réponses. Est-ce que vous pensez que la France a tout à perdre en conservant ou en rompant ses relations avec l'Algérie? En rompant, évidemment. D'ailleurs, si vous avez remarqué le discours d'Emmanuel Macron, ou le ministre des Affaires étrangères, nous voulons relancer le dialogue avec l'Algérie, notre amitié, ce n'est pas si simple de rompre, etc. Mais pourquoi? C'est toujours le facteur économique. Parce que qui a besoin de qui? Est-ce que c'est l'Algérie qui a besoin de la France? Est-ce qu'elle a besoin du blé français? L'Algérie l'achète aujourd'hui en Russie, je pense. Que les biens de consommation et les marchandises, là, aujourd'hui, on les achète en Chine avec un très bon prix. Donc, est-ce que l'Algérie a besoin au plan économique de la France? La réponse est non. Par contre, la France a besoin de l'Algérie, a besoin du gaz algérien, a besoin du marché algérien. Je ne vous dis pas un secret à titre d'exemple. Ici en Suisse, les Suisses, d'ailleurs la France est loin, je suis à côté de la France, en 5 minutes en voiture, je serai en France. Les Suisses n'achètent pas les voitures françaises, hein. Ils achètent les voitures allemandes, les premières voitures ou voitures américaines, ils n'achètent pas les voitures françaises parce qu'ils trouvent que les voitures françaises ne sont pas fiables, ne sont pas bonnes pour la route. Donc, la France, qui a perdu le marché algérien, essaie de récupérer. C'est pour cela qu'il souffle en même temps le chaud et le froid. Comme j'ai dit dès le début, le président Tebboune l'a bien expliqué. Nous, on ne va pas chez eux. S'il veut venir chez nous, qu'il vienne. Hein. Ça, c'est au début, même avant la crise, il a dit. Alors, c'est pour cette raison, Emmanuel Macron, après le téléphone, a téléphoné au président Abdelmadjid Tebboune en exploitant l'occasion religieuse de Eid al-Fitr afin de toujours l'espoir. Parce qu'aussi Macron, derrière Macron, c'est l'oligarchie française, l'oligarchie industrielle, financière, qui veulent une part du marché algérien, hein, et qui veulent une part du marché algérien. Et c'est pour cette raison, il y a toujours une confusion, hein. Ils ne veulent pas s'exprimer correctement. C'est le facteur économique qui nous pousse à venir chez vous. Alors, ils parlent toujours des facteurs culturalistes, démocratie, liberté d'expression, etc. Et nous savons bien dans les faits que ça, c'est fou. Très bien. Je crois que je vais terminer avec vous, Omar Benberti. Hein. C'est un petit peu comme ça. C'est le timing qui le veut. Au fait, bien sûr, le ministre des Affaires étrangères français plaide pour le dialogue avec tout ce qui se passe. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour le dialogue? Est-ce qu'il est toujours possible? Vous savez, l'Algérie est un farouche partisan du dialogue. Et depuis 1962, depuis notre indépendance, que ce soit en Afrique ou que ce soit sur d'autres terres de combat, l'Algérie a toujours prôné le dialogue entre les factions lorsqu'elles sont à l'intérieur d'un État. Maintenant, entre États qui ne veulent pas se respecter, bien entendu, l'Algérie peut avoir une autre attitude. Elle a eu l'attitude de boycotter l'apartheid de l'Afrique du Sud. Elle boycotte aujourd'hui un État sioniste qui s'appelle Israël et qui fait des millions de morts ou des centaines de milliers de morts en Palestine. Donc, ça, c'est autre chose. À partir du moment où la France considérera que ses intérêts sont menacés, comme l'a si bien démontré notre ami tunisien, à partir de ce moment-là, l'Algérie pourra dire à la France, je n'ai que faire de vous. Si vous voulez, le cœur qui ne m'aime pas, je lui donne moi aussi mon dos. À partir de ce moment-là, nous, on n'a pas besoin de ce pays, on n'en a que faire. Il y a une communauté algérienne, certes, qui est importante en France, mais cela ne veut pas dire que l'Algérie ne peut pas prendre des mesures de rétorsion telles que, vivant avec les moyens qui sont les siens, et nous sommes habitués, nous, à vivre avec ce que nous avons une façade maritime, nous avons une agriculture qui se développe, nous avons une industrie qui se développe, nous n'avons nullement, et nous avons de l'énergie, nous n'avons nullement besoin de la culture ou de tout le baratin que peuvent nous proposer les Français. Maintenant, s'ils veulent rester dans une relation d'égal à égal et que le dialogue puisse se poursuivre, il appartiendra
non pas à ce président idiot qui s'appelle Bruno Retailleau, il ne sera jamais président de la République française, mais toujours est-il que même un monsieur comme Emmanuel Macron doit réfléchir, s'il en est capable, à ce qu'il peut apporter, lui, comme nouveauté vis-à-vis de l'Algérie, lorsqu'il voit, par exemple, un collègue à lui qui s'appelle Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, comment elle se comporte avec l'Algérie. Très bien, Omar Benbarti. Riyad Sidawi, je vous demanderai d'être bref parce que vraiment c'est le dernier mot, je vous le donne. Finalement, on a vu que Retailleau est là juste pour casser tous les efforts, c'est-à-dire tout le travail qui est fait en amont par le président Macron. Il y a un Retailleau qui, le lendemain, vient pour tout casser, tout briser. C'est presque Retailleau qui fait la pluie et le beau temps sur la politique française. Il n'existe plus de chef de la diplomatie, il n'existe plus de président. Comment vous expliquez tout ça? Oui, parce que, à mon avis, éthiquement parlant, le gouvernement n'est pas légitime, puisque c'est la gauche qui a gagné les élections, c'est le Front populaire qui a gagné les élections, ce sont les premiers vainqueurs de ces élections législatives, mais comme je l'ai dit, ils ont formé un gouvernement de droite. Monsieur Retailleau parlait toujours des visas. Je vais lui dire alors, moi je suis francophone, mais je ne suis pas francophile. Pourquoi on enseigne le français au Maghreb et en Afrique? Qu'est-ce qu'on va faire avec le français? On étudie le français. Merci. Finalement pour être interdit d'aller à un pays qui est la France afin de parler cette langue. Parce que si on enseigne l'anglais, évidemment, ni les Algériens, ni les Tunisiens, ni les Marocains ils vont penser à aller à Paris. Ils vont peut-être aller à Londres, d'autres pays anglophones ou le monde entier qui parle anglais. Donc aussi, visa contre la langue française si vous voulez aller loin dans ce conflit. Merci beaucoup, monsieur Riyad Sidawi. Je fais toujours ça, mes invités vers la fin. J'ai l'impression de leur faire la pression, mais c'est comme ça, parce que de toute façon, le temps tire à sa fin. Merci à Omar Benbarti d'avoir été avec nous, analyste des questions politiques. Merci à Riyad Sidawi, président ou directeur du Centre arabe de recherche, qui était avec nous donc depuis Genève. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.